Bonjour et bienvenue sur votre émission Horizon d'affaires qui parle d'entrepreneuriat, parle également d'entrepreneurs, de personnes qui, en venant vers vous pour vous proposer un partenariat ou même vous proposer leurs articles, leurs produits, veillent à soigner leur apparence, veillent à soigner leur tenue pour déjà vous convaincre en vous approchant. Et dans ce vaste champ de l'entrepreneuriat, il y en a qui ont fait de l'habillement un métier, une passion qu'ils vivent au quotidien, mais également qui leur permet de subvenir à leurs besoins et de prendre soin des leurs. Et ce matin, nous sommes avec l'un d'eux. Nous allons vous faire découvrir le promoteur de cette marque-là, la figure qui se cache derrière ce nom, derrière cette image, derrière ce que vous connaissez. Suivez-moi. Nous sommes ce matin avec M. Eric Ronon. Il est le promoteur de la marque Nokwe. Nokwe prêt-à-porter, qui est une marque béninoise connue dans la sous-région, mais également à l'international. Nokwe prêt-à-porter qui se distingue par la qualité des tissus utilisés et également la qualité des finitions. Monsieur Eric Ronon a fait des études de communication politique et publique avant de tout abandonner pour les ciseaux et les épingles. Bonjour Monsieur Eric. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir pour moi de vous recevoir. Alors, ma toute première question, et également je suis sur celle que se posent les téléspectateurs, c'est de savoir comment est-ce qu'on passe de communicateur public et politique à créateur de mode? C'est un trajet qui a été préparé, c'est un coup monté. C'est-à-dire que moi, dès peut-être les 15 ans là-bas, j'ai décidé d'être créateur de mode, habilleur. Et je suis l'enfant de 2 enseignants. On m'a dit que je devais être fou de vouloir devenir tailleur. Et donc, j'ai fait le chemin du diplôme de communication pour prouver que je pouvais obtenir des diplômes dans les études supérieures. Et ça me donnait le droit donc d'entrer dans la vie active. Et donc, une fois dans la vie active, j'étais libre maintenant de faire ce qui me convenait, quoi. Voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. Et donc, je vais dire, sur 10 ans, je me suis préparé pour devenir créateur de mode pendant que je faisais les études ordinaires, le bac, l'école d'administration et tout ça, quoi. D'accord. Alors, comment est-ce que vos parents ont accueilli la nouvelle lorsque, une fois le diplôme obtenu, vous avez décidé de virer? Ce sont anecdotes, quoi. Ça rend le truc très clair. On s'est plaint de moi, ma grand-mère. Ah, d'accord. Oui, donc j'étais là et puis de nulle part, la grand-mère m'appelle et me dit, mais fiston, qu'est-ce que tu fais? Tu fais n'importe quoi. Tu écoutes trop tes camarades. Tu dérailles là, fiston. Et on dit, parce qu'en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Quand j'ai fini les études de communication publique et politique là, j'ai trouvé du travail dans une agence de com. Et je travaillais dedans et donc la grand-mère savait que j'étais là-bas. Et donc, on se plaint à elle de moi. Quand elle m'appelle, elle dit, tu fais n'importe quoi. J'apprends que tu ne vas plus à ton travail. Tu as abandonné ton boulot et tu fais ce qui te passe par la tête. Et tu suis les copains et puis tu fais n'importe quoi. Ah! Qui s'était plaint, papa ou maman? C'est la grand-mère maternelle. Mais cette méthode-là ressemble à papa. C'est mon père qui a les méthodes diplomatiques comme ça. Maman, elle rue dans les brancards. Alors, est-ce à dire que les premières tenues, lorsque vous avez décidé de commencer à véritablement vivre de la création de mode, les premières tenues, vous les confectionnez à la maison chez vous, c'est ça? Non, non, non. Non, en fait, avant, pendant que j'allais encore à l'école, j'avais une machine à coudre
Et je fabriquais des petites choses à la maison, je fabriquais plein de petites choses, des sacs, des objets, des vêtements que je vendais un peu de temps en temps. Mais quand j'ai décidé de monter mon affaire, on ne faisait pas à la maison, c'était dans l'atelier. Mais j'habitais avec les parents à cette époque-là. Donc, je partais le matin et pour l'atelier de couture et puis je revenais le soir. Tout ça, c'était en quelle année? Donc, ça fait 20 ans en arrière. 2004. 2004. 2004. Ouais. D'accord. Alors, où est-ce que vous avez appris à coudre? J'ai jamais appris vraiment à coudre. Non. C'est venu comme ça? Oui, c'est venu comme ça. J'avais envie de faire des choses. Je sais dessiner, j'ai du talent, un peu, hein, de talent pour le dessin. Et en fait, j'avais une machine à coudre comment? Vous savez qu'en pays fond, quand on dote une femme, il y a toujours une machine à coudre dans la dot. Donc, toutes les femmes chez nous ont chacune une machine à coudre. Ma mère avait la sienne. Et en fait, il y a celle de ma grand-mère qui n'était plus utilisée. C'est ça que j'ai récupéré et que je faisais un peu ce que j'avais envie de faire avec. Donc, c'est vraiment ce que j'avais envie de faire. Hein. Je fabriquais des petites pochettes, des portefeuilles, des sacs, poches passe-poilées. C'est la première, c'est le premier truc de vêtements que j'ai essayé là-dessus. C'est-à-dire la poche qu'on met à l'arrière des pantalons de ville. Donc, je regardais et puis je me disais, ça doit pouvoir se faire comme ceci. Puis j'allais sur la machine et j'essayais. Et quand j'ai eu fini d'essayer les différentes pièces qui composent une tenue, ça me permet de monter la tenue en une fois. D'accord. Pour voir ce qui est correct ou pas. Oui, enfin non, j'essaye. Donc sur un pantalon, il y a la poche passe-poilée qui est derrière, il y a la poche sur le côté, il y a la frappe devant. Je me suis exercé sur chaque point séparément. Et quand j'ai vu comment ça fonctionnait, j'ai pu monter un pantalon. J'ai fait comme ça sur plein de choses. D'accord. Votre première tenue, vous l'avez offerte à qui? Je l'ai porté. Bah oui, un pantalon blanc. Avec fierté. J'ai fait des effets avec ça. Je me rappelle, une dame m'a complimenté avec ça. Pour ce pantalon blanc là. Elle dit, hey, c'est qui ce gars là? Et on m'a rapporté quoi, qu'elle a demandé à quelqu'un, mais c'est qui ce gars là? Il porte des pantalons trop nets. Hein? D'accord. Alors, Monsieur Eric Renaud, aujourd'hui, il est promoteur de la marque Nokwe. Pourquoi le nom Nokwe? Parce que je cherchais un nom béninois. En fait, un nom que quand je l'ai dit, je n'ai pas besoin de préciser derrière que je suis béninois. C'est-à-dire le nom va être typiquement béninois de telle sorte que à lui seul, il donne mon identité. Qu'on n'ait pas besoin de venir me demander. Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, est-ce que ça vient d'où? Voilà. Nokwe, c'est seulement à Cotonou, au Bénin, au monde. Oui. On ne peut pas en douter. Voilà. Même de demander à Google, il vous dit ça. En fait, c'est surtout ça que je cherchais. Et bon, c'est ce qui allait pour mes besoins, pour connoter immédiatement le Bénin. Et puis pour d'autres caractéristiques techniques. Ok, là nous sommes dans votre boutique, nous sommes à Nokwe prêt-à-porter, la boutique est à Gamin. Et lorsqu'on parcourt un peu les rayons, il n'y a pas de chemise toute faite, chemise manche longue, les tissus importés. Pourquoi avoir choisi les étoffes artisanales? Est-ce qu'on choisit ça? On est créateur de mode à cause de ça. Ah, d'accord. Oui. Parce qu'il y a les habilleurs, ceux qui fabriquent des habits pour tous les jours. Et il y a les créateurs de mode qui sont une autre catégorie
de personnel dans la mode qui ont leur travail, leur mission, c'est de mettre en valeur les tissus qu'on leur confie pour stimuler le public, la foule, à adopter ces tissus-là. Voilà. C'est à ça que sert un créateur de mode. Si un créateur de mode béninois s'en va confectionner des vêtements qu'avec des tissus étrangers et qu'avec des schémas étrangers, il ne sait peut-être pas ce qu'il est venu faire au monde. Il ne sait pas pourquoi Dieu l'a fait naître au Bénin. Vous savez, parce que nous travaillons, je fais des vêtements, je les vends. Donc, ça nourrit moi et mes enfants. Mais le gain qui est derrière ça, ce gain-là doit revenir à ma communauté, à la terre où je suis né. Et donc, je ne peux pas être né ici, avoir obtenu tout du pays là. Et puis, quand je me mets à déployer le talent que j'ai reçu gratuitement, je ne le mets pas au service de ma communauté et que je m'en vais utiliser ça pour valoriser des textiles ou des styles d'une autre communauté. Ça ne se fait pas, quoi. Oui. D'accord. Alors, quelle est la touche particulière que vous attelez à imprimer à vos créations? La particularité que je connais, oui, pour avoir expérimenté, c'est l'orthodoxie. C'est-à-dire, c'est le vêtement qui est fabriqué dans les règles de l'art, qui est coupé, qui est monté, qui est conçu, qui est réalisé en respectant toutes les règles du métier et qui ne s'écarte des règles que pour des raisons très valables. En fait, et c'est ce que les gens me disent, la première chose qu'on voit sur un vêtement Nokwe, c'est ça, quoi. C'est la manière dont c'est régulier. Donc tout est comme il faut que ça soit. Et moi-même, parfois, je ne suis pas seul à utiliser certains textiles. Alors, quand je vois quelqu'un aller dans la rue, ce qui me fait penser que cette chemise-là peut être de chez moi, c'est la régularité là. C'est la manière dont les manches ont la bonne longueur, l'épaule est à l'épaule, la longueur est là où il faut qu'elle soit, elle n'est pas plus haute, elle n'est pas plus basse. Voilà. Ça, c'est ma touche. En dehors de ce que le choix des matières et tout ça fait qu'on ne va jamais me trouver dans certaines matières, oui. C'est la touche là qui fait que ouais, tout le monde fait peut-être des vêtements en indigo. Mais ce qui à première vue va vous faire penser à Nokwe, c'est ça. Nous allons revenir un peu plus tard à la question de la matière première. Nokwe, vous habillez les hommes et les femmes. Pourquoi n'avoir pas fait le choix d'habiller uniquement des hommes? En fait, je fais du prêt-à-porter. Oui. Le prêt-à-porter, c'est du vêtement qu'on a créé sans voir celui qui veut porter ça. On anticipe sur ses besoins. Donc, je commence aujourd'hui à fabriquer le vêtement que quelqu'un aura envie de porter dans 3 ou 4 mois. Donc, il faut prévoir, prévisionner, il faut imaginer qu'est-ce que les gens vont aimer et pouvoir le faire. Et il faut que, effectivement, lorsque le terme est arrivé, que les gens aiment ça et achètent, sinon je suis mort. Oui. Et donc, ces prévisions-là sont beaucoup plus aisées avec les hommes qu'avec les femmes. Les femmes, leur habillement est fondamentalement fantaisiste. Les femmes portent un truc parce que c'est joli, d'abord. Parce que c'est nouveau, parce que c'est joli. Une femme choisit son vêtement essentiellement sur ces 2 critères-là.
alors que les hommes choisissent leurs vêtements sur d'autres critères. Par exemple, l'orthodoxie dont j'ai parlé, oui. Les hommes tiennent beaucoup à ça. Parce que c'est ça qui distingue je vais dire, un cadre supérieur de son chauffeur. Donc les hommes, c'est le premier critère qu'ils utilisent pour choisir l'habit qu'ils vont porter. Et comme c'est sur ça que moi je suis fort, je suis allé à la rencontre de ceux qui aiment ce que je fais. D'accord, on comprend mieux. Alors, notre prêt-à-porter, vous ne faites pas que confectionner des tenues à vendre, vous participez également à des défilés. Et pour ceux qui sont dans le métier également, pour ceux qui n'y sont pas, on s'imagine bien quand même que c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de temps. Et j'aimerais bien vous demander, à quel moment est-ce que vous arrivez à trouver un petit créneau du temps pour vous-même et pour votre famille? C'est compliqué. On m'a beaucoup fait de reproches sur ça. Et ouais, c'est pas simple, c'est compliqué. On fait comme on peut. Justement, c'est ce compliqué qu'on aimerait. On aimerait savoir comment est-ce que vous arrivez à gérer ce compliqué-là. Disons que pour la famille, pour le travail, le métier, quand c'est la passion, ça te dévore. C'est quand il t'a laissé que tu peux rentrer. C'est-à-dire, c'est quand le travail t'a laissé que tu pars. Si tu n'as pas fini, tu es tellement accroché que tu ne peux pas lâcher prise. Et puis, genre, tu vois, le soir, je ne sais pas, il est 22h30, et tu es sur un projet et l'inspiration est là. C'est difficile, pendant que tu as l'inspiration et que ça avance là, de dire non, il est vraiment tard, j'arrête comme ça et je reviens continuer demain. Donc ça arrive souvent, d'arriver tard pendant que tout le monde dort, de ne pas être là à certains moments. Et ce qu'il faut faire, c'est de compenser. C'est-à-dire que dès qu'il y a un creux, il faut s'arranger pour aller rembourser les absences. Il faut aller rembourser. Et donc ça fait que les autres, ils comprennent un peu. Bon, papa, il n'est pas toujours là. Mais quand il a du temps, ouais, il vient, il est là. On t'excuse, quoi. Voilà. C'est un peu comme ça que je fais. Alors, nous avons suivi M. Éric Ronou dans sa routine quotidienne. Là, nous allons suivre ensemble ce petit élément pour que vous puissiez voir un peu comment il passe ses journées. Suivons ensemble. La journée de l'entrepreneur commence tôt. Il est 8 h et Éric Ronou foule le sol de ses locaux. Que mon travail devienne un reflet de ta lumière, guidé par ta volonté et par l'amour sincère. Ô Saint-Joseph, patron des cœurs laborieux. Petit réflexe, consulter la messagerie pour répondre aux clients, vérifier les rendez-vous et se préparer pour démarrer sa journée. Que disparaissent le chômage et l'injustice, et que nos efforts célèbrent ta grâce avec justice. Ô Saint-Joseph, guide nos mains laborieuses, éclaire nos pas sur le sentier de l'espérance. Éric Ronou n'est pas que le promoteur d'une marque. Il est également le chef d'orchestre qui veille à ce que tout se passe bien. Il réalise lui-même la coupe des tissus. Et pour ça, rien de mieux qu'un peu d'ambiance. Tout est calculé, mesuré, puis fait avec minutie et précision pour un bon rendu. Jésus rédempteur et sauveur.
Merci pour la merveille de ta création, pour chaque don, chaque talent, infiniment précieux. Avec lui et autour de lui, des jeunes, des techniciens choisis pour leur professionnalisme. Chacun s'attelle à son travail, de la couture à la broderie, jusqu'à l'emballage, en passant par le repassage. Seigneur Jésus, rédempteur et sauveur, merci pour la merveille de ta création, pour chaque don, chaque talent, infiniment précieux. Par ta divine volonté, tu as tracé ma destinée, afin que dans mon travail, je sois le reflet de ton feu. Ô Saint Joseph, patron et modèle des cœurs laborieux, par ton humble exemple, fais que le Seigneur nous accorde la grâce de réussir, d'élever nos âmes, nos en éveil, vers la lumière de sa paix et la clarté de sa parole. Dans l'effort quotidien, nos mains se lèvent vers l'avenir. Le succès tel un soleil éclaire nos projets et nos destinées. Chaque obstacle se mue en tremplin quand la foi nous inspire et nos rêves se forgent dans ta grâce, un chemin illuminé. Notre entrepreneur n'est pas qu'à la fabrication, il s'assure que les commandes sont respectées et il vérifie les stocks. Une fois le colis prêt, direction le prêt-à-porter. Par ta divine volonté, je suis destiné à exercer mon œuvre, par ta grâce enveloppée. Ô Saint Joseph, patron et modèle des travailleurs, par ton exemple, que le Seigneur nous accorde la grâce de réussir dans notre labeur et d'élever nos cœurs vers la lumière de sa bénédiction et de sa paix. C'est ici, à Nokwe Prêt-à-Porter, que les fans de la marque opèrent leur choix. Élégance, style, beauté et simplicité transparaissent à travers chacune de ses créations. De la fabrication à la boutique, il faut une deuxième phase de contrôle. Ne permet point que ceux qui ont des enfants à nourrir, à part qu'un des ressources pour bâtir un avenir honorable. Que l'amour et la générosité viennent nous épanouir. Aie pitié de nos frères frappés par l'inaction ou la misère. Quand chaque foyer se lève la flamme d'un renouveau, pour que chaque vie se transforme en une prière. Seigneur, merci pour la manière dont tu m'as façonné. Chaque don et talent précieux et inné, par ta divine volonté, je suis destiné à exercer mon œuvre par ta grâce enveloppée. Ô Saint Joseph, patron et modèle des travailleurs, par ton exemple que le Seigneur nous accorde la grâce. Le créateur de mode, Eric Arwanon, ne se contente pas de passer ses journées à la fabrication. Il garde un œil vigilant sur ce qui se passe ici. Pour le plaisir de sa clientèle, il veille à ce que chacun se sente bien dans ses tenues. Et ils aiment ça. Comme M. Marc Aidé, fidèle à la marque depuis une dizaine d'années. Nokwe fait partie des meilleurs habilleurs sur la place. Nokwe fait vraiment du beau et du bon, surtout le bon parce que il est très économique dans ses choix de tissus et c'est des tissus qui durent. Il fait dans la qualité
de ces produits. Donc les tissus choisis sont de très bonne qualité, c'est de l'écru, c'est de l'indigo et tout, fabriqué en grande partie par nos artisans et comme ça. Et l'autre chose, c'est qu'il fait de la recherche pour répondre aux tendances actuelles d'habillement simples, qui ne donnent pas de la chaleur et tout. Donc c'est pratique de s'habiller lokwe. J'ai pris personnellement l'option de m'habiller local, de finir un peu avec les costumes cravates et d'être dans des chemises qui vont avec ma morphologie et qui me présentent au mieux. Sans s'encombrer, on est bien habillé et ça fait classe également. Pour le promoteur Eric Ronon, le pari est donc gagné. Alors, nous venons de suivre ensemble cet élément témoin très intéressant. Monsieur Eric, vous travaillez avec toute une équipe. Ils sont plusieurs, que ce soit au montage comme à la broderie et tout. Mais comment est-ce que vous faites pour gérer toute cette équipe-là et en même temps être à la confection, à la création? En fait, je ne peux faire autre chose que quand j'ai mis tout le monde au travail, que quand j'ai confié à chacun la tâche qu'il a à faire. Et d'autant que je dois suivre que ce qu'il fait, il le fait bien. Ce que chacun fait, il le fait bien. Et donc, c'est mon premier travail, en fait. C'est pour chaque poste de travail, pour chaque compétence, avoir prévu ce que chacun d'eux doit faire. Et pour arriver à ça, il faut planifier le travail en conséquence. Voilà, pour que chaque poste ait du boulot et que chaque personnel soit occupé. C'est une fois que j'ai réglé ça, c'est mon premier travail, c'est ça, je vais dire 75% de mon salaire, quoi. Et donc, c'est quand j'ai réglé ça que je peux m'occuper d'autres choses, de la création, de la coupe, de tout ce qui est derrière. Ok, d'accord. Et on sait que au-delà de créer des vêtements pour la communauté, vous participez également à des défilés. Mais lorsque vous avez par exemple des défilés en vue, comment est-ce que vous faites pour que l'un n'empiète pas sur l'autre? La vérité, hein? Oui. C'est une télé chrétienne. Oui, disons la vérité. Ah, c'est les heures supplémentaires souvent. C'est-à-dire, c'est les jours où on reste tard, ça. C'est les jours où on reste travailler tard. C'est ou alors il faut, quand on a été averti de suffisamment loin, on peut avoir organisé le travail de manière à ce que les tâches de direction, là, de guidage que je dois faire par rapport au personnel, aient été, que je prenne de l'avance sur ça. De telle manière que lorsque les délais pour un défilé de mode ou pour une création particulière s'approche de l'échéance, que j'ai du temps pour me concentrer sur ça. C'est essentiellement les deux ficelles, bon, sachant que la création, c'est beaucoup la nuit ou le week-end, parce que c'est à des moments où on est seul, qu'on peut entendre ce que le génie est en train de dire, quoi, pour le transcrire sur du papier. Nous allons parler de tout ce que tout le monde ne voit pas, mais qu'il est peut-être seul à gérer en amont avant que vous ne voyez ces belles créations dans sa boutique ou auprès de ses clients. Alors, Monsieur Eric, comment est-ce que vous gérez les retours négatifs? Enfin, qu'ils soient négatifs ou positifs, les retours, c'est de l'or. Hein. C'est précieux, toujours. Toujours. C'est toujours précieux. Les négatifs encore plus précieux que les positifs. Parce que
Le client qui vient faire un retour négatif, si on devrait le payer même. Ah, d'accord. Ouais. Ok. Parce que c'est lui qui aide vraiment. Et je disais encore récemment à quelqu'un, c'est quand tu as de la chance que le client vient te faire un retour négatif. Quand tu n'es pas chanceux, il garde sa mauvaise impression pour lui et puis il t'oublie. S'il ne revient pas acheter chez toi, c'est terminé, non? Ouais. Mais donc, C'est vrai que tout le monde supporte pas, tout le monde n'arrive pas à gérer les retours négatifs. ce que des gens pourraient ne pas arriver à gérer, c'est peut-être le ton ou la manière dont le retour est fait, est envoyé. Et ça, je ne peux pas dire que je suis mieux que quelqu'un dedans. Je suis susceptible, surtout sur mon travail. Parce que je mets tout. Quand je travaille, mais je mets tout, je donne tout. Je donne tout. Et donc, quand je constate dans l'attitude de mon interlocuteur la volonté de dénigrer gratuitement ce que j'ai fait ou de dégrader sans fondement mon travail, c'est quelque chose que je ne gère pas bien. Et je comprends que les gens ne gèrent pas ça bien. Mais quand il n'y a pas ces affects-là, c'est, vous savez, le gars qui te dit, vous n'êtes pas du tout sérieux. Comment je travaille? Je suis senior exécutif. Et quelqu'un regarde et dit, vous n'êtes pas du tout sérieux. Il ne peut pas me dire ça. Je lui vole dans les plumes. On règle ça d'abord. Et maintenant, on va revenir. Ouais. Et maintenant, on va revenir au fond. Ou ça peut se terminer comme ça. Hein. Mais moi, j'ai entendu sa parole. Et j'ai appris communication avant de devenir habilleur. Donc, quand j'ai fait mon règlement de compte sur les manquements éventuels et qu'il est peut-être parti, ce qu'il a dit, je vais aller chercher la donnée qui peut m'être utile dedans pour ajouter à mon travail. C'est vital. C'est vital. Et de ne pas tenir compte de ça, ça tue l'entreprise plus vite qu'un poison, quoi. Dans ce sens, quelle est l'expérience qui vous a le plus marqué? Ou peut-être même qui vous a traumatisé? Je me suis engueulé avec une cliente pour pas grand-chose. Mais voilà, elle avait sa colère, elle avait dans son cœur de la colère envers quelqu'un d'autre. Et elle est venue me parler, elle a projeté la colère là sur moi dans la manière de s'adresser, alors que ça ne me concernait pas. On s'est engueulé là, on s'est envoyé des vertes. Elle a déposé le vêtement et elle est partie. Mais je ne sais pas très bien d'ailleurs comment on s'est revus, hein, mais en tout cas, c'est devenu une amie chère. Dites-nous un peu dans la pratique de votre métier, parce que vous êtes dans le domaine, ça fait déjà plus de 20 ans. Quelles sont ces qualités-là que la pratique du métier vous a permis d'affiner ou peut-être même d'acquérir? Tu as besoin d'apprendre à transmettre tes idées, une vision à une autre personne qui n'est pas toi, qui n'a pas ta culture, qui n'a pas ton éducation, qui n'a pas ta sensibilité. Et puis tu as un truc dans ta tête, c'est toi seul qui vois ça. Puis il faut arriver à parler et à parler suffisamment, à indiquer, trouver des références suffisamment pour que lui là qui est en face de toi arrive. Voilà, arrive à sortir quelque chose qui correspond à l'image qui est dans ta tête, que c'est toi seul qui vois. Donc ça demande des compétences en communication interpersonnelle
et en gestion du personnel. Ce qu'on peut dire dans les universités, ce n'est pas toujours ça qui se passe sur le terrain. Et donc, c'est surtout ce que j'ai appris qui fait de moi un autre homme. Entre quand j'ai commencé aujourd'hui, c'est les outils qu'il faut utiliser pour que le gars avec qui je travaille, j'obtiens de lui ce dont moi j'ai besoin. Ce que je veux, ce que j'ai pensé, exactement ça. C'est-à-dire parce que parfois dans les débuts, tu es obligé de t'arrêter à mi-chemin. On a fait, hein, mais ce n'est pas tout à fait ça. Il manque un peu de gras sur les cols, il manque un peu de truc. C'est pas, tu voulais qu'il y ait 8 boutons, mais on t'en a placé 7 et puis tu es obligé d'accepter ça comme ça. Et donc, au fur et à mesure, tu apprends. Moi, j'ai appris à comment transmettre avec précision mes consignes pour que le résultat qui arrive s'ajuste vraiment à ce que je veux. Et je veux dire que j'ai appris la moitié de ce que je dois savoir. Parce que je continue encore d'avoir des biais, quoi. Où tu parles au gars, tu lui dis, je veux que ce soit comme ceci, comme ça. Puis il a compris le contraire de ce que tu voulais. Le montage est mal fait. Ouais. Dans ce cas, qu'est-ce que vous faites? Ah, moi, si ce n'est pas ce que je veux, je ne sais pas comment laisser passer ça. On va tout défaire. On va tout défaire. C'est arrivé plusieurs fois où la tenue était complètement montée, les ourlets, les boutons, les boutonnières, tout était fini. Et il y avait peut-être une petite pièce qui n'était pas comme je voulais. On a tout démonté, tout c'est revenu en pièces détachées. Même les revers sur les poches, j'ai fait enlever ça. Et on a recommencé. S'il faut faire ça 2 fois, 3 fois, moi, je ne vais pas lâcher. Et on va reprendre. J'ai un ami qui me raconte, moi j'avais oublié. Et donc c'est lui qui me raconte l'anecdote. Il me dit, est-ce que tu te rappelles, une fois, une chemise que j'avais achetée, j'avais un petit défaut sur la chemise. Et je suis venu te montrer le défaut, juste comme ça, pour que tu sois informé, pour éviter que ça se reproduise. Et que moi, quand il m'a montré la chemise, j'étais tellement en colère, j'ai appelé celui qui avait fait le défaut, je l'ai engueulé, et que ma colère ne s'apaisait pas, que j'ai déchiré la chemise dans la foulée pour qu'on me reprenne ça, qu'on en fasse une autre. D'accord. Alors, monsieur Eric, il y a beaucoup, sinon il y a certains qui se disent, ou qui peut-être à tort pensent que les grands créateurs ou les prêt-à-porter, ceux qu'on connaît dans le monde de la mode, ils baignent tout le temps dans l'abondance, ils n'ont jamais de période de latence, de période où il n'y a pas beaucoup de ventes, il n'y a pas de défilé. Alors, quelle est la réalité? Tout le monde a des périodes basses. Elon Musk aussi a des mauvaises périodes. C'est juste que on gère ça. Parce que bon, ça n'intéresse pas les gens. Enfin, je veux dire, à quoi ça servirait d'en faire la publicité? À rien. Donc on gère. Après, on va dire que quand je dis Elon Musk aussi a des périodes difficiles, c'est à cause de son ambition. Oui. C'est-à-dire que si on se contentait de l'étape où on est arrivé, ouais, peut-être que la vie serait rose tous les jours. Ce qui fait que moi, en tout cas pour ce qui me concerne, ce qui fait que régulièrement je suis dans des périodes difficiles où je stresse jusqu'à
développer des maladies psychosomatiques, c'est que dès qu'on a réalisé un nouvel objectif, on s'en fixe un nouveau plus haut et avec les mêmes outils. Et dès que c'est plus haut, que tu n'étais jamais monté à cette hauteur-là, tu vas avoir des surprises en chemin, tu vas être testé, contesté, secoué. Voilà, et ça, il faut traverser ça. Une fois qu'on a réalisé cet objectif-là, qu'on est assis dessus, au bout d'un moment, on s'ennuie, on est content. Avant de terminer avec des conseils aux plus jeunes, sinon aux nouveaux entrepreneurs ou aux nouveaux créateurs de mode, dites-nous un peu, quelles sont ces idées-là que vous faisiez avant d'arriver à la création de mode? Quelles sont ces idées que vous faisiez du métier et qu'avec le temps, elles ont été déconstruites avec le temps? Oui, la première, c'est de croire, j'en parlais tout à l'heure, c'est de penser que quand j'avais dessiné, que le dessin allait aisément devenir des vêtements. C'est complètement faux. Surtout à Cotonou, il n'y a pas de personnel qualifié pour faire les différentes étapes. Et quand tu as fini là, tu charges ton sac à dos et toi-même tu fais la marche. Bon. Ensuite, il y a que c'est quand on est arrivé dans le métier qu'on comprend. On dit le vêtement, il y a beaucoup de branches, beaucoup de divers couloirs. Et il y a la clientèle, les critères à partir desquels la clientèle choisit ne sont pas toujours logiques. Ou en tout cas, ne sont pas les mêmes critères qui poussent le créateur à créer. Et donc, c'est une fois que tu es dedans, tu vas rêver. Tu as une belle inspiration, magnifique. Tu as fait des croquis. Non, tu te dis, ça y est, j'ai le truc. Puis donc tu fais tes croquis, et puis tu fais le prototype, tu fais tout ça, tu fabriques et ça sort. Et tu es sûr que, ouais, non, attends, on va voir ce qu'on va voir. Et les gens regardent ça, et ils sont perplexes. C'est arrivé plusieurs fois. J'ai produit une nouvelle collection. Toute la collection est sortie. J'ai positionné, je lance la com. Et je vois les clients venir. Et vous savez, les clients les plus sûrs, il y a certains dont on est sûr que non, lui, il va entrer là et puis il va tout acheter. Ils viennent, il y a une dizaine d'années que ça s'est passé. Ils entraient, ils regardaient. Et puis ils repartaient sans rien dire. C'est que, je ne sais pas si vous comprenez quoi. Il ne disait pas c'est joli, il ne disait pas c'est vilain, il ne disait rien. Il se taisait. C'est que ils étaient déroutés. Enfin, c'est-à-dire que Ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris le message ou le projet. Et que sur ce coup-là, j'étais vraiment sorti de mon genre habituel. J'étais allé sur des sentiers où on n'avait pas l'habitude de me voir. Et donc, les gens qui me connaissaient, qui étaient habitués à mon style, quand ils voyaient ça, ils étaient déroutés. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, je les voyais rester devant les habits là, l'air pensif. Mais pensif, hein, j'en ai vu quoi, qui sont restés devant ça à réfléchir, comme quand on se trouve devant un tableau bizarre. Ah, c'est très bien, je vais revenir. C'est tout. Oui. Et donc, tu apprends à tenir compte de ça. Ce qui fait que on ne fait pas tous les matins ce qu'on a envie de faire. Hein. Je veux dire, il y a
il y a les jours où il faut retenir son inspiration, quoi. Parce que si tu en mets trop, le public risque de ne pas suivre. Il faut retenir ça pour que ceux qui marchent avec toi, qui font de toi le créateur de mode que tu es là, puissent suivre. Sinon, si tu bondis trop loin, ils te perdent. Et tu vois, c'est 5 ans après que ceux qui avaient eu le courage d'acheter là, te ressortent ça et disent, mais tu sais, c'était beau, hein? Ah, avant tu faisais des belles choses. Ça a pris du temps. 5 ans pour percuter. D'accord. Alors, Monsieur Eric, quel est votre regard aujourd'hui avec toutes les années d'expérience que vous avez? Quel regard portez-vous aujourd'hui sur le monde de la mode au Bénin? Les créateurs de mode de façon générale au Bénin? Le monde de la mode au Bénin, il est en émergence. Il y a eu l'époque des grands créateurs, enfin, où il y avait, je vais dire, 3-4 signatures sur Cotonou, qui étaient des grands noms de la mode. Et puis, après cette génération-là, il y a ma génération, les gens à peu près de ma génération, qu'on est venu démontrer que c'est un métier à part entière, qui peut nourrir son homme, qui peut, comment je vais dire, on peut mettre en place une entreprise avec cet objet-là et que donc ça peut donner des entreprises viables. Ça a stimulé beaucoup de gens qui ont envie d'entrer dans le métier. Et donc, il y a plein de talents. Tout le monde crée sa marque en ce moment. Tout le monde fait de la couture, tout le monde crée des choses, tout ça. Donc ça va mousser comme ça encore quelques années. Et puis, les aventuriers vont passer à autre chose. Il y aura encore un nouveau courant qui va les attirer, ils vont partir. Et ceux qui sont vraiment des créateurs de mode par vocation vont rester dans le métier. Donc là, nous sommes à la phase de l'éclosion, là, de beaucoup de talents partout, de tous les côtés, qui sortent tous les matins. C'est gai, c'est joli, ça fait beaucoup de belles choses qui passent. Et puis, je pense que d'ici encore 5 ans, tout ça va s'organiser. Les promeneurs vont continuer la promenade, les professionnels vont se professionnaliser et on va continuer comme ça. D'accord. Alors, pour finir, on va finir avec cette dernière question. Conseil j'ai bien envie de dire de l'ancien que vous êtes ou du doyen que vous êtes. Quels sont vos conseils à l'endroit des nouveaux entrepreneurs ou de ceux qui ont envie de se lancer dans la création de mode et qui peut-être ne savent pas par quel bout commencer? Ouais. C'est deux choses différentes. Hein. L'entreprise en général, oui, on peut en parler. Ce qui distingue maintenant l'entreprise de mode, la différence se trouve au niveau du talent. Oui. Si tu as du talent dans la création, tu peux monter une entreprise de mode, enfin tu as plus de chances de réussir dans une entreprise de mode parce que tu détiens par toi-même une partie des compétences vitales. Mais si tu n'as pas de talent, de don pour ces choses-là, ça veut dire qu'il faut aller acheter toutes les compétences. Et bon, mais il vaut mieux être l'enfant d'un papa qui est riche, quoi. Sinon, c'est moins viable en tout cas. Il y a beaucoup de risques que ça n'aboutisse pas. Donc maintenant, en dehors de ça, l'entreprise en général, la première qualité, c'est la résilience. Tu vas manger ton totem. C'est fort. Ah oui. Non, il n'y a rien à faire. Si tu es dedans, tu n'as pas encore mangé ton totem. C'est que tu n'es pas encore arrivé, tu es en chemin.
tu vas manger ton totem. Vous savez, c'est un métier qu'on n'apprend pas vraiment. Parce que c'est très varié, c'est très ondoyant. On peut apprendre de la gestion, mais on n'apprend pas vraiment l'entrepreneuriat parce que ça varie tellement. Parce que les gens vendaient du tissu. Et on vend toujours du tissu, on vendra du tissu, mais les clés qui ont permis à certaines de faire fortune à une époque ne fonctionnent plus. Il faut trouver de nouvelles clés. La législation bouge, le marché bouge, tout ça remue constamment. Et donc, je dis, il faut deux qualités. Il faut la résilience, c'est-à-dire la capacité à recevoir des coups et à les absorber. La capacité à tomber, à prendre le choc, à l'absorber et à se relever. C'est la première clé pour l'entrepreneuriat. Et ensuite, les oreilles et les yeux bien ouverts pour entendre, pour apprendre, pour observer et se réajuster constamment aux besoins qui arrivent. En fait, c'est ça qui fait les entrepreneurs à succès. C'est de rester au plus près de la demande, au point de pouvoir l'anticiper légèrement. Voilà, donc tu rencontres toujours ta clientèle. Si tu n'as pas ça, tu peux être très brillant, faire de très jolies choses, mais ça n'intéresse personne parce que c'est pas ça que les gens veulent. Merci beaucoup, Monsieur Eric, pour ce temps que vous nous avez consacré. Je suis sûre que nous avons tous beaucoup appris et on souhaite plein succès à Nokwe. Merci beaucoup. C'était un plaisir de m'entretenir avec vous. Merci également, plaisir partagé. Alors, chers internautes, merci également à vous de nous avoir consacré de votre temps, d'avoir pris cette heure pour suivre votre émission Horizon d'affaires. Nous étions avec M. Eric Ronon, promoteur de la marque de prêt-à-porter Nokwe. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Et si également vous avez envie de découvrir d'autres entrepreneurs, n'hésitez pas également à nous le faire savoir. Nous irons vers eux pour vous permettre également d'apprendre d'eux. Merci à l'équipe technique et à très bientôt pour un nouveau numéro de votre émission Horizon d'affaires.